Je disais merci pour l'opportunité et merci à la MDH qui, comme à son habitude, j'allais dire, est toujours là dans ces moments difficiles, à la MDH Paris et France en particulier. Alors, ce que je souhaiterais faire, c'est de partager avec vous ce que je pense être les raisons profondes des poursuites contre Omar et Souleymane et ce qu'ils représentent journalistiquement et même politiquement dans leur travail. Et puis, poser la question après, essayer d'y répondre, de savoir pourquoi est-ce que ça se passe maintenant, ça arrive à ce moment-là. Alors, à la première question, pourquoi Omar Radi et Souleymane Raissouni sont poursuivis par la vindicte du régime, parce qu'il faut bien parler de vindicte ici. Je pense que je mesure mes mots en disant cela, puisque tous ceux, et comme d'ailleurs ça a été très bien exprimé par les familles, par Sidris et par Sius Raissouni, on peut parler véritablement de vindicte de la part de la justice. Il ne s'agit pas d'un traitement usuel de la part de la justice. Il s'agit d'une attitude qu'on peut qualifier de vengeresse à l'encontre de Souleymane et de Omar. Alors pourquoi tous les deux sont-ils les cibles de cette vindicte? Alors, je pense que tous les deux, chacun à sa façon, touchent à des aspects très sensibles de la nature du régime marocain. Prenons le cas d'Omar. Omar est quelqu'un avec lequel d'ailleurs j'ai eu le privilège de travailler, qui s'intéresse beaucoup à l'économie politique. Et pour être plus particulier, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, a beaucoup écrit et comprend bien la nature rentière de l'économie marocaine. Or, il se trouve que cette ligne de critique est extrêmement subversive pour le régime marocain. Pourquoi? Parce qu'elle résonne avec les citoyens. C'est-à-dire que quand vous, et ça on l'a très bien vu avec le printemps arabe, vous savez, l'un des dénominateurs communs de toutes les manifestations qui ont eu lieu, je dirais même à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en 2011, ce sont les banderoles qui ciblent les familles mafieuses qui présidaient aux destinées de ces pays. En d'autres termes, les citoyens de nos pays sont très sensibles à cette histoire de prédation économique. C'est-à-dire que, et je dirais même qu'ils sont beaucoup plus sensibles à ces sujets de prédation économique qu'ils le sont même par rapport aux atteintes des droits de l'homme dans le cadre du sécuritaire. Parce que l'argument selon lequel la stabilité du pays dépend d'un minimum d'autoritarisme, malheureusement, c'est un argument qui fonctionne avec une partie de notre population. Par contre, vous ne pouvez pas leur expliquer et les convaincre que voler l'argent du contribuable, que la prédation, les monopoles qui bénéficient aux élites politiques du pays contribuent à la stabilité du pays. C'est un argument qui ne marche pas. Donc tous les journalistes, les intellectuels, les analystes qui s'évertuent justement à démontrer ces mécanismes de rente, c'est-à-dire pour être beaucoup plus direct, ces mécanismes qui permettent aux élites politiques du pays de se servir sur la bête, j'allais dire, c'est-à-dire utiliser leurs prérogatives politiques pour s'enrichir. Personnellement, ce type de critique, ce type d'argument résonne avec la population. Et c'est ce que faisait Omar avec beaucoup de talent. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois. J'ai fait partie de l'équipe dont Omar était un élément absolument essentiel, qui avait fait un travail d'investigation sur les carrières de sable au Maroc. D'ailleurs, l'enquête a été publiée à l'époque en 2013 par le site Lacoum, et elle avait obtenu un prix international d'investigation. Pourquoi? Parce que cette équipe avait démontré, d'ailleurs beaucoup grâce au travail de Omar, avait démontré comment l'État était utilisé, donc les institutions de l'État étaient utilisées pour déposséder des citoyens marocains qui n'avaient pas accès donc aux privilèges du pouvoir, pour en fait transférer leur propriété c'est une enquête qui donc a démontré comment l'État utilisait l'octroi des licences d'exploitation de carrières de sable pour bénéficier aux proches des élites politiques. Par exemple, cette équipe avait démontré comment la famille Majidi s'était servi, comment des personnes liées à l'appareil sécuritaire marocain avaient elles aussi bénéficié de ce type de privilèges. On s'était rendu compte qu'il y avait des entreprises qui donc exploitaient ces carrières de sable, qui n'avaient même pas
qui n'étaient même pas au registre de commerce. Donc, la direction des impôts n'avait même pas idée qu'elle existait et pourtant, on leur avait délivré des licences d'exploitation. Et ce travail, Omar y a beaucoup contribué. Et Omar est un profil intellectuel qui est assez rare, qui est celui de quelqu'un qui a fait des études de gestion, qui a fait des études d'économie, qui maîtrise plusieurs langues, et qui, généralement, au Maroc, ce type de profil, ça travaille pour une banque, et quand ça travaille pour un journal, ça travaille dans la section économique de ce journal, c'est très bien payé, ça dit du bien de tout le monde, et ça ne pose pas de problème, et ça vit heureusement. Donc avoir un profil de quelqu'un qui a ses capacités intellectuelles, qui a ses connaissances, qui sont fines et qui permettent justement de produire des analyses, qui permettent de démontrer donc, par les faits et l'argumentation scientifique ces mécanismes de prédation est rare et donc forcément très dangereux. Et Omar est dangereux pour ça, est dangereux pour ces raisons-là. Et Omar travaillait avant d'être arrêté. Omar travaillait donc sur en fait la nature juridique de certains types de propriétés terriennes et comment en fait, il y avait une prédation massive des élites au pouvoir, qui donc utilisaient encore une fois les mécanismes de l'État pour déposséder des citoyens qui n'avaient pas accès donc au pouvoir, au bénéfice des proches de ce pouvoir. Et ce sujet-là, d'ailleurs, je me rappelle, on en avait parlé, il m'avait fait l'amitié de m'en parler alors qu'il y travaillait, et je me rappelle lui avoir dit, fais très attention à toi, parce que c'est le genre d'enquête qui ici, elles sont bien menées ont un potentiel subversif très, 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 très fort. Parce que si on s'amuse, si aujourd'hui, simplement on publie la liste des transferts de propriété, des domaines, etc., et qui en a bénéficié, je peux vous assurer que ça aura l'effet d'un tremblement de terre pour les structures politiques du pays. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Donc voilà pour Omar. Concernant Souleymane, Souleymane a une approche éditoriale et son neveu Youssef a parfaitement raison. Moi, je vais même plus loin. Moi, je considère qu'il était le meilleur éditorialiste marocain lorsqu'il exerçait. Il a une approche éditoriale qui est aussi extrêmement problématique pour le régime. Pourquoi? Parce que c'est une approche éditoriale qui respecte l'intelligence des Marocains en faisant quoi? Tout simplement en désamorçant ce que je considère être la mystification fondatrice du régime marocain. Et c'est quoi cette mystification fondatrice du régime marocain? C'est de donner une suprématie légale et constitutionnelle absolue à la monarchie tout en la déresponsabilisant de façon légale. C'est-à-dire, c'est une institution qui a tous les pouvoirs de façon directe ou indirecte, donc une espèce de super-héros, d'accord, mais qui n'est pas sujet aux lois de la gravité légale. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas de ses actes juridiquement. Et c'est ce qui permet cette espèce de faux semblant, cette espèce de système en carton-pâte qui fait que la monarchie est en charge de tout mais ne répond de rien. Or, justement, ce que faisait Souleymane dans son approche éditoriale, c'était à chaque fois qu'il y avait un problème sérieux, c'était de remonter le fil de l'autorité et donc d'arriver généralement, parce que c'est le cas, d'arriver à la plus haute marche de l'échelle de pouvoir au Maroc, c'est-à-dire au niveau du cabinet royal et des proches du cabinet royal et donc de la monarchie. Et la monarchie, il faut aussi la comprendre au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cela a été dit auparavant, nous sommes dans une situation où vous avez une sorte le système sécuritaire marocain, une espèce de garde prétorienne. C'est-à-dire que les systèmes sécuritaires marocains, qui sont liés donc profondément à la monarchie, bénéficient du même statut de déresponsabilisation judiciaire, même si, en l'occurrence, ce n'est pas acté légalement, ce qui est le cas de la monarchie. En réalité, dans les faits, ce sont des institutions qui sont intouchables. D'accord? De plus, cette mystification fondatrice du régime marocain, elle permet aussi ces situations où en fait, la monarchie, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais la monarchie bénéficie des défaillances de l'État. C'est-à-dire que par à-coup, pas toujours, mais par à-coup, la monarchie a même besoin que l'État fasse des bêtises parce que ça lui permet d'intervenir pour redresser les torts et donc apparaître comme étant l'institution salvatrice. Et donc, lorsqu'on parle des colères royales, en fait, la colère royale est devenue un outil de gouvernance. Et c'est un outil qui est dans l'ADN du système. Ce ne sont pas des faits isolés et ça fait partie d'une architecture de gouvernance. Parce que ça démontre quoi? Ça démontre que le sous-texte, si vous voulez, en filigrane, qu'est-ce qu'on dit en marocain? On dit, ben voilà,
ces politiques vous élisez, et même au-delà des politiques, même des fonctionnaires de l'État, eh bien, ils sont défaillants. Et puisqu'ils sont défaillants, votre seule protection contre ces défaillances-là, ce n'est pas votre vote, ce n'est pas la presse qui les dénonce, non, 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 non. Ce sont les super pouvoirs de la monarchie. Et donc, ça permet de maintenir ce mythe. Or, Suleiman, avec son approche éditoriale, eh bien, il désamorçait ce mythe. Il dénudait j'allais dire, si je peux me permettre ce terme un peu esthétique, la laideur réelle du système marocain. Il l'exposait à la réalité, c'est-à-dire que on voyait ce qu'il y avait derrière le décor. Et je dois dire que Omar et Suleiman sont particulièrement courageux. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils adoptaient ces approches, ils étaient tout à fait conscients des risques qu'ils couraient. Pourquoi? Parce que comme il a été dit auparavant, je pense que Tahani, tu en as parlé, il y a eu des expériences de médias indépendants au début des années 2000 qui ont justement fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'expérience à laquelle j'ai participé et d'autres faisaient justement œuvre de journalisme démocratique, justement en essayant de démystifier la nature du régime, en essayant de démontrer la prédation économique qui est endémique au Maroc. Et donc, Omar et Suleiman ont vu ce qui est arrivé à cette presse. Ils ont vu quel est le prix qu'on peut payer en adoptant ces approches-là. Et malgré ça, ils l'ont fait. Et donc, je pense pour moi que ça dit beaucoup de choses sur leur courage physique, puisqu'on le voit aujourd'hui, ils souffrent physiquement. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation, dans un temps, une temporalité où le régime marocain agit comme s'il y avait une espèce d'impunité de tout point de vue, c'est-à-dire soit par rapport à l'opinion publique nationale qui de toutes les manières est constitutionnellement incapable de sanctionner son régime, elle ne peut pas, puisque nous avons une constitution qui n'est pas démocratique, et j'ai peut-être trop répété le fait qu'il faut arrêter avec ce mythe de Tnzil, d'Ostor, qu'il suffit juste d'appliquer, etc., etc. Et c'est un faux semblant, un piège dans lequel d'ailleurs tombent pas seulement des analystes marocains, mais beaucoup d'analystes occidentaux et internationaux. Mais en plus aussi vis-à-vis de l'opinion internationale, c'est-à-dire que les événements de ce temps, c'est un agissement de voyou. On peut pas l'appeler autrement. Lorsque vous avez un pays qui vous dit bah, très bien, moi, je vais lâcher sur vous mon immigration clandestine, c'est-à-dire je vais vous attaquer avec ma pauvreté. C'est une militarisation de la pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté est devenue, le désespoir des Marocains est devenu un outil de confrontation avec les autres États. Un État qui agit de cette façon-là est un État qui, quelque part, se sent au-dessus de tout. Il pense que ça ne va pas poser de problème. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Et c'est là où il faut responsabiliser les alliés du Maroc. Parce que tout ça n'est pas venu de nulle part. Tout ça est basé sur une attitude coupable des alliés occidentaux du Maroc. Lorsque la France, après qu'il y ait l'affaire Chmouchi, où il avait été convoqué dans le cadre d'une enquête pour torture, etc., décide de passer, de revoir l'accord judiciaire maroco-français en l'amendant en 2015, en faisant quelque chose d'absolument incroyable, qui est celle de porter atteinte à l'indépendance de la justice française et de porter atteinte à la compétence universelle des cours des tribunaux français. Quel message la France a donné au Maroc? Elle lui a donné un message d'impunité. Parce qu'en fait, cet accord, ce changement de l'accord judiciaire, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit tout simplement que lorsqu'il y a une plainte en France contre un citoyen marocain, eh bien, que si un tribunal marocain se déclare compétent, eh bien, c'est ce tribunal marocain qui va gérer cette affaire. Ce qui est invraisemblable. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la Commission consultative des droits de l'homme française, d'accord, a condamné cet accord. Et pourtant il est toujours en vigueur. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que lorsque la France, l'État français, opère ce changement à son propre système judiciaire, d'une certaine façon, vis-à-vis du Maroc, il sait déjà que le Maroc est accusé de torture, non pas de torture sporadique, mais de torture systématique. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait des cas de torture, que nous disait le CNDH et les militants entre guillemets des droits de l'homme au Maroc qui sont proches du pouvoir, ils nous ont dit oui, c'est vrai, mais en fait, ce sont des incidents isolés. Non,
Ce n'est pas vrai. Parce que, et là, je ne parle pas d'Amnesty International, je ne parle pas du Human Rights Watch, je parle de l'ONU, je parle du Comité contre la torture. L'ONU a dit et répété qu'aujourd'hui, il y a le retour de la torture systématique, c'est-à-dire que la torture est devenue un outil entre les mains de l'État du Maroc. Quand la France amende son entente judiciaire avec le Maroc, elle le sait, parce que c'est public. D'accord? Parce que tout le monde le sait. Donc, évidemment, lorsque vous êtes dans la peau de l'appareil sécuritaire marocain, vous vous sentez au-dessus de tout. Vous pouvez tout vous permettre. Ce n'est pas tout. L'affaire Mohamed Hajib, qui est donc ce germano-marocain qui avait été torturé au Maroc, qui avait été arrêté, qui avait été torturé au Maroc. La responsabilité de l'Allemagne est absolument au-dessus de tout soupçon, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle était centrale. L'Allemagne est coupable dans l'affaire de Mohamed Hajib. Pourquoi? Parce que c'est l'Allemagne qui l'a livré au Maroc. C'est l'Allemagne qui a livré un citoyen allemand, par ailleurs, il a la double nationalité, mais il est allemand, qui l'ont livré au Maroc. La même histoire avec Ali Arras. Ali Arras a été, et c'est encore pire, j'allais dire, pour l'affaire Ali Arras, parce que Ali Arras a été arrêté par les Espagnols, et son cas a été instruit par la justice espagnole. Et qui était le juge d'instruction? C'est l'un des juges d'instruction les plus, j'allais dire, les plus durs qui soient contre le terrorisme, c'est Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, c'est celui qui a accusé Taysir al-Ullouni, le journaliste de Jazeera, pour accointance avec Al-Qaïda et qui l'a arrêté, et Taysir al-Ullouni a fait de la prison. Baltasar Garzón, c'est celui qui a lancé le mandat d'arrêt contre Pinochet, etc., etc. Et Baltasar Garzón détermine, au bout de son enquête, qu'il n'y avait rien à reprocher à Ali Arras. Et que fait l'Espagne? Que fait l'État espagnol? Eh bien, au moment, juste 2 jours après que la justice espagnole ait dit son mot en disant « nous n'avons rien à reprocher, il n'y a pas de preuve contre ce monsieur », l'Espagne prend ce citoyen belge, belgo-marocain mais belge, et donc européen, de l'Union européenne, et le livre au Maroc. Résultat des courses, il y a eu enquête des Nations Unies. Ali Arras a été, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ali Arras a été examiné par un médecin de l'ONU qui a vérifié et qui a substantié les accusations de Ali Arras. C'est-à-dire l'ONU affirme que Ali Arras n'a pas menti lorsqu'il dit la façon, que je ne vais pas vous répéter ici, la façon dont il a été torturé. C'est l'ONU qui le dit. Encore une fois, ce n'est pas Amnesty, ce n'est pas Human Rights Watch, ce n'est pas une espèce d'organisation d'extrême gauche qui est obsédée par la monarchie marocaine et qui l'attaque tout le temps. Ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors évidemment, lorsque vous avez cet empilement d'accusations très fortes et qu'en même temps vous avez ces États qui collaborent avec le Maroc, vous pouvez tout simplement imaginer l'attitude de l'État marocain. Il se considère au-dessus des lois, en fait, des lois internationales. Et donc, il est important de souligner la culpabilité des régimes occidentaux dans ce qui est en train d'arriver au Maroc aujourd'hui. Il n'y a pas que cela. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'aspect économique, mais je tiens juste à rappeler, on parle beaucoup du groupe Africa dans l'histoire de l'entente sur les prix de l'essence, avec cette espèce de scandale absolu. Là aussi, je suis désolé d'utiliser des termes aussi forts, mais il s'agit vraiment d'un scandale qui est au-delà des normes connues des scandales au Maroc, qui est celui donc du Conseil de la concurrence qui détermine qu'il y a eu entente sur les prix. Donc il y a eu, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous savez, aux États-Unis, vous allez en prison pour ce genre de crime. Et la peine de prison est de 10 ans. J'ai vérifié. Ceux dont a accusé le crime, dont ont été accusés, et il a été déterminé que le crime a été commis, donc d'entente sur les prix. Si ça s'était passé aux États-Unis, les dirigeants de ces entreprises en auraient pris pour 10 années de prison ferme. D'accord? Mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'Africa dans ce groupe. Il y avait Total, il y avait Esso. Esso, je crois qu'ils sont entre l'Angleterre et entre la Grande-Bretagne et la Hollande, si ma mémoire est bonne. Et Total était une entreprise française avec une participation de l'État. Donc tout ce beau monde s'est nourri sur la bête, c'est-à-dire tout ce beau monde a volé les Marocains. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de la concurrence qui le dit. Donc lorsque vous êtes l'État français et que vous acceptez, que vous trouvez tout cela normal, pourquoi après vous vous étonnez quand vous envoie des réfugiés, des immigrés, des réfugiés économiques en fait, des immigrés, etc., et que vous vous réveillez un matin et vous dites « Ah, on ne savait pas ». Ben, vous auriez dû savoir. Parce que vous, quelque part, vous avez participé à cette évolution. D'accord? Donc ça, c'est important à dire. Maintenant, la question qu'il faut aussi se poser, et vous l'avez posée, Tiani, c'est l'avenir.
Quelles sont les perspectives? Je pense qu'il y a des éléments qui prêtent à l'optimisme. Bon, d'abord, je tiens à dire une chose. Moi, ma position aujourd'hui, c'est que Souleymane doit arrêter sa grève de la faim. Alors, évidemment, Omar l'a déjà arrêté, j'en suis très heureux. Je pense que Souleymane doit arrêter sa grève de la faim. Et l'une des raisons principales pour lesquelles je pense qu'il doit arrêter sa grève de la faim, en plus si vous voulez, du fait qu'il est dans un état physique tel qu'il risque littéralement sa vie, et là je parle politiquement, je ne parle même pas humanitairement. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui Omar et Souleymane ont gagné une stature politique nationale et internationale qui est un atout majeur pour le mouvement démocratique marocain. On a besoin d'eux. On a besoin qu'ils sortent, on a besoin qu'ils obtiennent des prix internationaux parce qu'ils vont obtenir des prix internationaux, ils vont être invités dans des forums internationaux pour parler de la situation au Maroc, ils vont avoir une voix qui va porter. Et on a besoin de ça. Même s'ils sont condamnés pour ces soi-disant crimes qu'ils ont commis, au bout de leur peine, ils sortiront grandis et elles sortiront avec des voix très importantes et on a besoin de ça. Vous avez cette raison. La deuxième raison qui, à mon avis, est importante, c'est le fait que vous savez, vous faites la grève de la faim pour exercer une pression sur un État, sur des organisations étatiques, etc. Le problème, c'est que comment vous faites lorsque ceux sur lesquels vous voulez exercer cette pression sont incapables de mesurer la pression? C'est qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas très bien ce qu'est cette pression. Lorsque vous êtes dans ces situations-là, je suis désolé, je le dis à mon ami Souleymane, et il ne m'entend pas, j'espère qu'il m'entendra, ce n'est plus une grève de la faim, c'est un suicide. Donc il faut arrêter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Troisièmement, et c'est mon argument principal aujourd'hui, c'est qu'ils ont gagné. Omar et Souleymane, ils n'ont peut-être pas obtenu ce qu'ils voulaient directement, mais peut-être qu'ils ont obtenu plus. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu de plus? C'est qu'aujourd'hui, une grande partie de l'opinion publique nationale et internationale a été décilée. Les gens ont ouvert les yeux. Quand le Washington Post consacre 2 éditoriaux, quand Le Monde fait un éditorial en citant Souleymane, en disant on s'est trompé sur le Maroc, d'accord? Quand vous avez toutes les organisations des droits de l'homme aux États-Unis et ailleurs qui soutiennent leur cause, il faut se rappeler d'où on revient. On revient d'une situation où on nous disait attention, ce sont des crimes sexuels, on ne peut rien faire. Il s'agit des droits de la femme, il s'agit des droits de la communauté LGBT. Désolé, aujourd'hui c'est terminé, on ne parle plus de ça. Pourquoi pas? Les gens qui soutiennent Omar et Souleymane, comme tu l'as très bien dit Tani, au début, ils ne disent pas que les accusations sont nulles et non avenues, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut les traiter de façon équitable. Et ça, tout le monde aujourd'hui est convaincu que l'État marocain ne les traite pas de façon équitable. Et ça, c'est une réussite extraordinaire. Et je tiens à préciser une chose qui est peut-être passée sous le radar. Il faut relire la retranscription de l'appel téléphonique de Anthony Blinken, qui est donc le ministre des Affaires étrangères américain, avec Nasser Bourita le 30 avril dernier. Et la retranscription, donc les mots de Blinken, pour moi, sont insultants pour le régime marocain. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs autour. Mais à un moment, qu'est-ce que dit Blinken à Bourita? Il lui dit « Nous vous encourageons à persévérer dans la voie des réformes sur les droits de l'homme ». Ce qui, en termes diplomatiques, si vous enlevez les fleurs et les machins, etc., veut dire que vous êtes en retard sur les droits de l'homme. Vous êtes en retard sur les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression très forte sur l'administration Biden pour faire quelque chose concernant les droits de l'homme au Maroc, parce que ça tape de partout. Vous avez les cas de militants sahraouis, vous avez les cas évidemment de Hajib, de Arras, vous avez les cas de Souleymane et de Omar et d'autres, d'ailleurs qu'on devrait citer plus, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ils méritent tout autant notre attention. Il y a d'autres journalistes qui ont été arrêtés, qui sont dans les grèves de la faim. Il y a bien évidemment les militants donc du RIF qui sont toujours en prison. Et donc, ça commence à faire beaucoup de choses. Et ça, nous l'avons obtenu grâce au sacrifice de tout ce beau monde. Omar et Souleymane font partie de ce groupe de gens dont fait partie Nasser Zzafi, dont font partie tous ces gens, qui ont fait qu'aujourd'hui, on se dit internationalement, il y a un sérieux problème des droits de l'homme au Maroc. Et donc, c'est une victoire importante et extraordinaire. Et pour terminer, comme vous le savez, il y a aujourd'hui une activation, une utilisation des systèmes judiciaires démocratiques, en l'occurrence occidentaux, d'accord, pour justement défendre les militants des droits de l'homme. Mohamed Hajib est en train de mener une action judiciaire en Allemagne. Il a déjà gagné 2 de ses procès, il n'en a pas fini.
Ali Aras a entamé donc aussi entamé une procédure judiciaire qui va viser des responsables très probablement marocains. Mohamed Hajib, très probablement, lui aussi, va viser des responsables marocains. Et puis, il y a le cas de Wahiba Kharshish. Beaucoup de gens n'ont pas compris la gravité de l'histoire de Wahiba Kharshish. Parce que Wahiba Kharshish, il a eu un montage vidéo qu'on peut sexuellement explicite, comme il dit, certains pourraient même dire pornographique, d'accord, où on a utilisé son image à elle et l'image de sa petite fille nue. Or, le problème de ceux qui sont derrière cette saloperie, pour appeler les choses par leur nom, ont oublié une petite chose, c'est que sa petite fille est de nationalité américaine. Donc, le FBI, à l'heure où je vous parle, est en train d'enquêter sur un cas de pédophilie. Ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on soit bien conscient de ce qui est en train de se passer, c'est que le FBI aux États-Unis est en train d'enquêter dans l'affaire de Wahiba Kharshish sur un cas de pédophilie, parce qu'une petite américaine a été filmée à son insu nue, en plus de sa mère aussi, évidemment. Et donc, il a déjà été déterminé qu'il s'agissait d'un montage. Je ne vais pas vous faire un dessin, nous savons très bien qui est derrière ces montages, puisque maintenant c'est devenu de notoriété publique. Un journal aussi sérieux que The Economist a publié tout un article sur ce qui s'est passé à notre ami et au très respectable Fouad Abdelmoumni, grand économiste marocain, où on lui a mis des caméras dans sa chambre à coucher et on a voulu le faire chanter, on a fait circuler les vidéos WhatsApp, etc., etc. Et là encore, c'est The Economist qui le dit. The Economist, c'est vraiment le journal des élites. Ils ne sont même pas de gauche, ils sont de droite, ils sont libéraux économiquement, et c'est eux qui le disent. C'est ce que lisent les hommes d'affaires, ceux qui veulent relancer le développement économique au Maroc. Nos amis qui nous ont pondu ce pavé sur le développement économique au Maroc, j'imagine qu'ils le savent, qu'ils veulent convaincre une communauté internationale des affaires qui fait plus confiance à The Economist qu'à leur texte. Et The Economist, qu'est-ce qu'il dit au monde? Il dit, dans ce pays-là, le régime, pour faire taire son opposition, eh bien, il les filme dans leur chambre à coucher. Et je pense que même si aujourd'hui nous avons cette espèce de sentiment d'impuissance, je pense que cette pression est en train de s'accumuler et il va arriver un moment, parce que ça ne sera plus tenable, avec ces procédures judiciaires qui sont en train d'être entamées, etc., etc., avec le discrédit aujourd'hui dont est victime l'État marocain, il va arriver un moment, en tous les cas on espère, qu'il y ait une petite voix de la sagesse qui va apparaître au sein de ce régime et donc arrêter cette espèce de dérive autoritaire qui n'a pas de sens. Merci pour votre attention.